Merci beaucoup. Je pense que vous n'êtes peut-être pas interministériel, mais vous êtes passionné, concret, et c'est des qualités qui nous apportent beaucoup plus. Et comme je vais devoir vous quitter, je vais peut-être poser la première question, si vous m'autorisez. Vous n'écouterez pas la réponse. Ah si, j'écouterai la réponse. C'est une question, c'est plus un sujet de réflexion, c'est la question des débouchés, parce que vous avez beaucoup parlé d'orientation, vous avez bien éclairé sur concrètement comment ça fonctionne et ce qu'il faut améliorer, et je pense que ça c'est très précieux. Mais dans l'orientation, on a un peu cette idée d'une sorte de dialogue dans lequel on essaie d'aller chercher dans le cœur du jeune où est-ce qu'il veut aller, mais il y a aussi une discussion avec le jeune sur peut-être que vous vous sentez tiré vers là, mais là il y a des débouchés, là il n'y en a pas, là c'est dur, là c'est moins dur, et je pense que cette information-là, elle est presque aussi importante que quelles sont les formations qui existent, où et comment. Et donc je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait inspiré de ce côté-là. Est-ce que par exemple c'est une information qui figurera dans votre nouveau site internet, et je dis ça aussi parce que ce que j'observe, c'est que c'est souvent ça qui est le plus difficile à obtenir comme information justement de cette galaxie d'hackers, parce que chacun finalement est là pour vendre ses formations parce qu'elles existent et qu'il pense qu'elles sont de qualité, et la plupart le sont, mais pas forcément pour dire celle-là c'est une formation de très grande qualité, mais attention, il y a peu de débouchés à l'arrivée. Donc ça c'est peut-être une information qui... Ça c'est une mauvaise formation, mais il y a des débouchés, voilà. C'est mieux. Oui. On prend sur le tas. Non, vous avez 1000 fois raison, j'aurais dû en parler d'ailleurs davantage, c'était un des manque de mon propos. C'est évident que tout ça ne marchera bien que si l'on sait exactement ce qui se passe au bout. C'est-à-dire si l'on connaît les métiers ou les secteurs en tension et au contraire les secteurs qui sont en train de se fermer. Et c'est justement ça qui est important aussi si l'on veut favoriser la formation tout au long de la vie, pour laquelle il y a des financements, pour laquelle il y a des possibilités, mais qui est dans le brouillard. Pour beaucoup de nos compatriotes, on est dans le brouillard. À la limite, dans la fonction publique, on sait un peu mieux parce qu'il y a toutes sortes de fiches qui circulent, on sait quelle formation est en cours et on sait qu'on y a droit, donc on demande, même si on n'en a pas besoin, parfois on demande. Ça existe, je l'ai vu, en tout cas dans le passé, pas dans mes fonctions actuelles, bien entendu. Dans le passé, je l'ai vu. J'ai droit, donc je le fais. C'est comme le congé. Non, ça, je ne vais pas dire. Je vais avancer sur un terrain glissant. Si je vais le dire, c'est le congé pour enfants malades. Je n'ai pas pris tous mes jours. Non, ce n'était pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il faut impérativement que l'on connaisse mieux les débouchés et par conséquent que les organismes de formation, je pense en particulier à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur, s'adaptent quand même à ces futurs débouchés. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale sort à peine d'une période de glaciation, on est post-Wurmien actuellement, et la glaciation c'était « nous avons notre offre de formation », mais ce n'est pas à nous quand même de fournir du gibier pour le monde de l'entreprise, etc. Nous ne sommes pas adéquationnistes, j'ai entendu cette expression très très tôt dès que j'ai pris mes fonctions, surtout halte à l'adéquationnisme. On ne va pas fabriquer des formations pour un besoin qui est immédiat, qui ne sera peut-être pas un besoin durable. Résultat, pour les universités, je l'ai vu dans ma propre université, on continue à faire vivre des formations dont on sait pertinemment, des filières, dont on sait pertinemment qu'il n'y a pas de débouchés. On pourrait les maintenir à la rigueur en les faisant évoluer, en disant voilà, on va ajouter de l'informatique, de l'anglais, de la connaissance du monde économique, on va mettre des stages, de façon à les faire évoluer tout au long de leur vie, ces formations, et de façon à les rendre attractives. Mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Alors c'est en train de changer. Encore ce matin, j'étais rue Descartes au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et j'entendais le directeur des enseignements supérieurs et de l'insertion professionnelle, il s'appelle DGCIP maintenant, Patrick Hetzel, qui est très très convaincu de ça, qui vend très très bien cette réforme, d'insister encore sur son titre en disant n'oubliez pas que l'insertion professionnelle c'est fondamental. Il parlait à tous les recteurs pour leur dire transmettez ça au président d'université. Je répète son discours et j'aurais pu te dire le même parce que j'y crois profondément. N'oubliez pas que dans le cadre des contrats avec l'État, puisque chaque université signe un contrat quadriennal avec l'État, on va vous juger et donc vous donner des moyens en fonction des débouchés de vos étudiants. Ça veut dire qu'il faut que vous les connaissiez. Ça veut dire qu'il faut que vous suiviez vos étudiants, que vous gardiez leurs traces, que vous sachiez ce qu'ils sont devenus 1 an, 2 ans, 3 ans après la diplomation. Et en réalité, c'est après le master, parce que peu d'étudiants dans les formations générales se casent après la licence, sauf les licences professionnelles, qui sont très souvent des prolongations de DUT. Mais après le master, vous avez des filières de master qui sont extrêmement
performantes quant à l'insertion professionnelle de leurs étudiants, d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut le savoir. Pareil dans les écoles, on doit absolument être au courant des débouchés professionnels, des formations. C'est indispensable. On ne peut plus aujourd'hui dire que l'université ou n'importe quel organisme de formation est là pour créer le savoir par la recherche, puisque les personnels enseignants s'appellent des enseignants-chercheurs, donc créer le savoir par la recherche et le transmettre par l'enseignement, point. Et dès que j'ai fini mon cours, je rentre à la maison et je prépare mon prochain article pour la revue à comité de lecture qui va me permettre d'avoir une promotion ou une prime d'encadrement doctoral, etc. Donc ça, c'est fini, ce temps-là est bel et bien terminé, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que vous savez bien, s'il y a des universitaires dans la salle, cette conception de la vie universitaire n'est pas très épanouissante. Au contraire, elle recroqueville les gens. On a des fruits secs, des collègues universitaires qui sont sans doute des génies lus par quelques personnes dans leurs travaux, mais qui sont malheureux au fond d'eux-mêmes. Alors que quand on voit des collègues qui réussissent à faire à la fois de la bonne recherche, du bon enseignement, du bon travail administratif, et en particulier qui s'investissent dans les SQOIP, c'est un jargon, service commun universitaire d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle. Ceux qui s'investissent là-dedans, ils trouvent énormément de plaisir. Ceux qui travaillent dans des masters professionnalisants, je connais par exemple dans mon université littéraire des philosophes, je ne citerai pas, ils sont une petite minorité, qui se sont investis dans un master de philosophie appliquée à l'éthique, dans le droit, dans la santé, dans la vie politique, et ça nourrit leur recherche en même temps. Donc ils font de la meilleure philo, du meilleur enseignement, et en plus leurs étudiants, qui sont philosophes, trouvent des jobs à la sortie. C'est formidable. Moi je suis géographe, je peux vous assurer que quand j'étais étudiant, il y avait 10% des profs, à Paris surtout, qui trouvaient que l'aménagement du territoire, c'était intéressant. Dans cette maison, on l'a pratiquement inventée, après-guerre, c'était le diable. On était là pour faire de la géographie pure. On allait sur le terrain, on faisait des coupes géologiques, on faisait des cartes de ceci ou de cela, de population, on transmettait ça aux étudiants, on les poussait à passer le CAPES sous l'irrigation s'ils avaient à peu près le niveau, et puis on essayait d'avoir quelques bons thésards, c'est-à-dire des successeurs. Point. Les premiers collègues à Paris ou en province qui se sont lancés dans la géographie appliquée à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme ont été détestés, et en fait c'est eux qui avaient raison. Aujourd'hui, la géographie, tout le monde a sauté le pas, la géographie est l'une des disciplines souvent rattachées aux universités littéraires qui offre le plus de débouchés, y compris pour les étudiants moyens, pas forcément pour les forts antennes. Parce qu'on s'est tourné vers les besoins de la société. Il y a eu une époque dans les années 60 où la mode était de faire des atlas régionaux. Eh bien, il y a eu des grands atlas qui sont tellement grands qu'on ne pouvait pratiquement pas s'en servir, mais quand même, les régions en ont commandé, enfin, ce n'était pas les régions à l'époque, les départements, les OREAM, etc. Et il y a eu beaucoup d'atlas de fait. De l'ouvrier a commandé un immense atlas de la région parisienne qui lui a servi à créer le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Donc ça, c'était formidable parce que ça a créé une génération de cartographes travaillant pour l'usage des urbanistes, des politiques, des décideurs économiques, etc. Et donc aujourd'hui, la cartographie est une des branches de la géographie qui offre le plus de débouchés. Donc voilà, je prends cet exemple que je connais bien, mais réfléchir quand on enseigne, quand on est responsable d'une filière, à plus forte raison quand on est président d'université, directeur d'école, dépendant du service public, par conséquent avec un peu moins de contrôle strict que quand on est dans le secteur privé, où il faut faire une école de commerce ou d'ingénieur qui n'aurait pas de débouché pour ses élèves, elle fermerait rapidement ses portes. Donc tout le monde sait quand on sort de tel groupe d'école, voilà, on a telle filière possible, et en plus on a comme cadeau à la sortie, et tous les ans ça ne coûte pas très cher de l'acheter, l'annuaire des anciens, qui permet d'avoir accès au réseau. C'est quand même pas mal, dans les grandes écoles. Vous connaissez une université qui a un annuaire d'anciens ? Aucune. Aux États-Unis, oui. Si on est ancien du MIT ou de Harvard, on est dans l'annuaire. Puis on fait très attention à bien y être avec exactement la bonne information, la bonne adresse, la bonne adresse électronique. En France, aucun étudiant d'université, sauf quelques masters professionnels, mais qui bricolent ça entre eux avec quelques anciens, n'a d'annuaire. C'est dramatique. Ça ne coûte rien. Enfin, si, il faut 3-4 personnes au siège de l'université pour le gérer. Mais c'est indispensable. Simplement, il faut dire aux étudiants, dès le début de leurs études, regardez l'instrument et voyez ce que sont devenus les anciens. Et ça, c'est un instrument formidable de gouvernance
universitaire et de gouvernance des formations, quelles qu'elles soient. C'est la même chose pour les BTS, c'est la même chose pour les bacs pro. Il faut savoir ce que deviennent les jeunes. Et donc, d'où l'importance de bénéficier de bonnes statistiques. Alors, les organismes qui en diffusent, il y en a plein. Il y a le CEREC. Qu'est-ce qu'il y a, vous me montriez tout à l'heure? J'ai oublié les noms de... Oui, les universités elles-mêmes, d'ailleurs. Oui, non, et pour les professions pour lesquelles on sait qu'il y aura de la demande, tout ce qui est prospective, ici, bien sûr. Le centre d'analyse stratégique, donc connaître, la prospective vaut ce qu'elle vaut. On n'est pas obligé de dire que c'est dans le marbre et que ça ne bougera pas, mais ça permet quand même d'avoir des indications et je trouve que les organismes de formation, quels qu'ils soient, devraient être beaucoup plus réactifs et attentifs et éponges face à de telles études, d'autant plus qu'il y en a d'extrêmement sérieuses. Et en plus, on peut faire des comparaisons parce qu'il y a concurrence entre les organismes de prospective. Ah, tout à fait, nous on s'y prête, mais on est les meilleurs, donc c'est pas un problème. Merci beaucoup. Je signale qu'on est 3 à cette suite parce qu'il y a une coccinelle qui a élu domicile sur la petite table. Ah oui, c'est une année la coccinelle. C'est très bon signe. C'est sûr qu'elle va nous porter chance et que la réforme d'orientation va être très réussie. Voilà. Je vais tout de suite passer la parole à ça en demandant à Julien de faire passer le micro.